première partie, elle va être vraiment centrée autour de quels sont les outils possibles pour les collectifs, quels sont d'ailleurs ces collectifs, essayer de caractériser de quel collectif on parle, et derrière, identifier leurs besoins. L'idée, c'est vraiment de faire du lien entre les outils qui existent et les besoins. En gros, dans la journée, vous allez le voir, notre objectif, c'est pas de faire du numérique pour faire du numérique, mais bien d'identifier des besoins et en face, mettre des outils qui y répondent. On parle bien des besoins des agriculteurs et pas des outils numériques pour juste faire du numérique. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que je peux vous donner, c'est les besoins qu'on a recensés, qu'on a identifiés dans les tests que l'on a conduits dans le projet. Alors, dans le projet, en tout, on a eu 15 groupes suivis. Donc, 12 groupes qui étaient des groupes d'agriculteurs, et puis 3 groupes qui étaient des groupes d'animateurs de collectifs, qu'on a quand même impliqués dans le projet. Et ces groupes-là, ils ont pu tester 12 outils différents. Enfin, tester ou du moins aborder, c'est-à-dire étudier l'outil, et finalement, on n'y va pas forcément parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le plus utile, mais justement, ça renseigne beaucoup de choses aussi quand on choisit un outil plutôt qu'un autre. Donc, en tout, il y a eu 12 outils qui ont été testés ou abordés. En sachant que ce projet, il a commencé il y a 3 ans, donc avant le confinement. Et ce qu'on a pu voir, c'est que bon, on a commencé à tester donc ces outils-là il y a 3 ans, et on a observé depuis là 1 an une accélération des besoins, une accélération au niveau de une augmentation de l'utilisation de ces outils, une augmentation de la demande aussi concernant ces outils. Donc ça, on l'a vraiment clairement observé dans le projet. Avant le confinement, on le verra tout à l'heure, on voyait déjà qu'il y avait des intérêts. Donc, on avait déjà de la ressource, mais on voit que depuis le confinement, on a des gros enjeux dessus. Et puis, on verra notamment tout à l'heure, on a une séquence autour de cette question de quel impact du confinement, et surtout, est-ce que cet impact il va être durable? Le jour où ça reviendra à la normale, est-ce qu'on continuera à avoir autant de besoins sur les outils numériques? Je vous spoil un peu. Oui, il y a des choses qui vont perdurer. Il y a des besoins qui sont là, même quand il n'y a pas le confinement. Alors, plus précisément, concernant donc les 15 groupes que l'on a suivis, on a testé 5 types d'outils différents. Donc, on a testé des outils d'animation de réunion, où là, l'idée, c'était avec des outils numériques, de faciliter l'animation des échanges et de dynamiser en impliquant notamment plus les participants, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des outils d'animation à distance, mais il faut savoir qu'on peut utiliser aussi des outils numériques en présentiel. Pour certaines séquences, ça a vraiment une utilité et une plus-value d'aller sur ce type d'outils. Pas pour toutes les séquences, mais pour certaines, oui. Ensuite, on a testé des outils d'échange instantané, où là, l'idée, c'était de maintenir le lien, de faciliter tout ce qui était partage au quotidien, notamment en complément des réunions en présentiel. Comment on fait vivre le groupe entre les réunions, comment on continue de progresser ensemble, d'échanger entre les réunions en présentiel, mais maintenant aussi à distance. Ensuite, on avait tout ce qui était outils de stockage pour pouvoir organiser la mémoire du groupe et le partage des ressources. Donc, on avait pas mal de tests à ce sujet. Et puis, on a aussi des outils autour de l'optimisation d'une activité. Donc, pour simplifier le travail d'un responsable, pour optimiser le fonctionnement d'un collectif, ou bien pour donner de la visibilité au collectif. Ensuite, on avait également un outil qui a été utilisé pour faire de la veille ou de la recherche d'informations, avec notamment un groupe qui a utilisé Slack pour faire de la veille mutualisée sur l'agriculture de précision. Donc là, l'idée, c'était de partager facilement et de trouver rapidement de l'information et construire un réseau d'acteurs autour de ce thème. Et puis, dernier type d'outil, pour communiquer vers l'extérieur, pour donner de la visibilité au collectif, l'aider aussi à pérenniser ses actions, et puis aussi concrétiser un projet collectif. Donc voilà, là vous voyez les types d'outils que l'on a testés dans le projet et à quels besoins ils répondaient. Donc ça a été des besoins qui ont été identifiés auprès des groupes accompagnés par les animateurs et partenaires du projet.
Alors, là, je vous ai donné un peu de manière générale. Ce que je vous propose, c'est de voir 3 exemples donc de groupes qui ont été accompagnés et qui ont testé des outils dans le projet. 3 exemples autour des outils instantanés. Alors, je vais notamment inviter à prendre la parole donc Denis Letellier, qui est, il va se présenter tout à l'heure, de la Fédération des CUMA Seine-Normande, Camille Lourdin de Biolay et Colline Robert du réseau des CIVAM normands. Alors, du coup, on peut commencer. On va déjà commencer par vous présenter et puis présenter votre groupe en précisant notamment quelle est la problématique de votre groupe. En gros, pourquoi ils ont participé au test, pourquoi ils se sont lancés dans l'aventure du numérique. Donc, ouais, je vais prendre la parole. Je suis le premier, je crois que j'ai bien compris. Oui. Donc, Denis Letellier, donc je suis animateur à la Fédération des CUMA Seine-Normande, du réseau des CUMA normands. Donc, moi, en fait, j'anime les groupes sur le département de l'Eure. Et donc, j'ai testé une solution, donc c'est la solution Amiculteur, auprès d'un groupe que j'ai créé il y a 5-6 ans, donc un groupe constitué d'une dizaine d'agriculteurs, donc qui ont constitué une CUMA voilà, spécialisée dans le matériel biologique, et donc qui avait en fait une zone d'action qui était sur le sud du département de l'Eure. Donc les agriculteurs étaient vraiment très espacés. Donc l'idée c'était en fait d'avoir un outil qui leur permette de communiquer facilement, parce qu'en fait jusqu'à présent ça se résumait à des réunions voilà, ponctuelles, une à deux réunions sur l'année ponctuelles en physique. Et puis aussi avoir un outil qui permette de centraliser en fait tous les documents qui concernaient le groupe, les décisions, le statut de la CUMA, voilà. Enfin, c'est pour avoir des supports pour pouvoir échanger. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait on a décidé d'utiliser Amiculteur, qui gérait la partie échange sur les différentes activités de la CUMA, mais aussi qui pouvait aussi avoir un lien direct avec un drive, en fait, un drive pour pouvoir centraliser les outils. Super, merci beaucoup Denis. Colline, est-ce que tu veux prendre la suite pour présenter un peu la problématique de ton groupe? D'accord. Du coup, je me présente. Moi, c'est Colline Robert. Donc, je suis animatrice au sein du réseau des CIVAM normands. Donc, animatrice de différents groupes d'éleveurs, principalement, donc sur l'Orne, le Calvados, mais aussi sur toute la Normandie. Et du coup, moi, je vais vous présenter plus particulièrement le test qu'on a fait avec 2 groupes qui ont testé le même outil. Du coup, là, c'était WhatsApp, mais qui sont assez différents. Du coup, c'était plutôt intéressant de voir parce que ça représentait pour chacun. Le premier groupe, c'est un groupe d'éleveurs bovins et ovins qui est au niveau du bocage virois. Et ça, c'est vraiment un petit groupe. Ils sont à peu près 8 à suivre bien les réunions. C'est entre 8 et 10 réunions par an. Et les enjeux qu'il y avait pour ce groupe, c'est qu'ils étaient vraiment un noyau assez central depuis le début du groupe de 400 personnes. Mais ils avaient le souhait voilà, d'ouvrir le groupe à un plus grand nombre, d'accueillir des nouvelles personnes, mais c'était plus difficile de communiquer avec les personnes qui étaient un petit peu moins intégrées dans le groupe. La communication se faisait facilement dans le noyau de base, mais pour que tout le monde ait le même niveau d'information, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, c'était l'idée d'avoir un groupe de discussion qui incluait tout le monde. Et le deuxième groupe, du coup, qui est assez différent, c'est un groupe d'apiculteurs. Donc, eux, c'est un grand groupe, ils sont 17. Ils sont sur toute la Normandie, donc Haute-Normandie, Basse-Normandie. Donc là, c'était vraiment des grandes distances. Et en plus, au niveau des apiculteurs, c'est très saisonnalisé. Et du coup, sur les 6 mois de mars à septembre de la saison, ils ne sont pas du tout dispo pour se rencontrer. Et du coup, les échanges étaient un petit peu compliqués, de par la distance et le manque de temps. Donc là, c'était l'idée d'utiliser un outil pour pouvoir échanger entre les réunions, échanger en étant vraiment loin et pouvoir se donner des nouvelles pendant la saison. C'était un peu les besoins retrouvés pour ces 2 groupes. Super, merci Colline. Camille, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Camille, moi je suis responsable communication à Biolay, donc un profil peut-être un peu différent des CUMA et CIVAM, mais donc je travaille à Biolay qui est groupement de producteurs et donc qui collecte du lait bio partout en France. Et donc la particularité du groupement, c'est que les producteurs ils sont
impliqués à tous les niveaux dans les décisions stratégiques et politiques de Biolay, et donc même dans la communication, ce qui fait qu'on a constitué un groupe commission communication avec des producteurs situés partout en France, que j'animais avec mon collègue Jean-Marie Poilvet, qui est connecté, je crois. Et donc, en fait, on se réunissait à raison d'une demi-journée ou une journée, 3 à 4 fois par an. Et donc, il y avait beaucoup de sujets et de projets communication à mener pendant ces réunions. Et en fait, au niveau de nos besoins, c'était d'avoir un outil qui puisse maintenir en fait un lien entre ces réunions en présentiel et pouvoir avancer en fait sur ces projets, même à distance. Valider, toujours solliciter les producteurs pour qu'ils puissent valider chaque étape du projet. Et voilà, en présentiel, c'était quelque chose d'assez lourd et un outil en ligne nous permettait quand même de maintenir ce lien, avoir des réponses, plus de spontanéité de la part des producteurs. Voilà, c'était surtout ces besoins-là. Et puis aussi de pouvoir stocker des informations liées à la communication sur un outil, parce qu'on avait les mails, les producteurs reçoivent énormément de mails, et c'était pas forcément évident pour eux de retrouver tel document, tel compte-rendu, etc. Donc on a choisi de travailler, de tester l'outil Waller, qui ressemble à Facebook un peu. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous permettait de créer des échanges instantanés, comme tu le disais tout à l'heure, Aurélie, sur cet outil-là. Super, donc du coup, merci Camille. Donc en fait, on a trois outils différents qui ont été testés, Amiculteur, WhatsApp, Waller. Donc on voit qu'on a aussi des groupes qui ont un fonctionnement différent, des objectifs différents, mais qui ont tous un intérêt à communiquer, échanger entre les réunions. Alors, j'imagine que pour vous trois, il y a quand même eu des difficultés rencontrées, des petits freins à lever pour pouvoir utiliser de manière optimale ces outils. Est-ce que, Denis, par exemple, tu peux nous indiquer quelles sont les difficultés que tu as dû lever? Ouais, moi, c'était un peu particulier ce test parce qu'en fait, c'était juste, c'était avant le confinement. Mais le jour en fait de la présentation, on était en salle en fait avec le groupe et le truc voilà qui est tout bête, mais en fait j'avais des petits problèmes de connexion. Et quand j'ai voulu présenter l'outil, en fait voilà, j'ai pas pu utiliser le potentiel plein de l'outil Amiculteur. Donc j'ai dû passer en fait à ce qu'on appelle une solution de rechange, notamment la présentation d'un diaporama qu'il y avait sur la solution. Et donc forcément, ça a un peu limité en fait l'adhésion du groupe à l'outil. Puis après, on n'a pas pu se rencontrer, on s'est plus vu après derrière en visio. Enfin, j'en parlerai ça un peu plus tard. Donc en fait, j'ai pas eu l'adhésion de tout le monde, même si certaines personnes, notamment le bureau de la CUMA, a pu se connecter et a commencé un petit peu à utiliser l'outil. C'est vrai que très rapidement, si on n'a pas eu l'adhésion de tout le groupe, ça limite, hein. C'est vraiment la limite de l'outil numérique. Il faut que tout le monde adhère pour ensuite pouvoir utiliser la solution intégralement, quoi. Donc, et puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte aussi que si Amiculteur gérait une partie communication, j'avais une limite aussi, c'est que en parallèle, certains agriculteurs du groupe avaient déjà développé une solution WhatsApp. Donc, ils rentraient un petit peu en concurrence avec la solution Amiculteur. Donc, alors forcément, là, ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Ça marche. Eh ben, merci Denis. D'ailleurs, on a Colline qui, elle, était partie sur WhatsApp, justement. Oui, du coup, avec les deux groupes et avec chaque groupe, on a rencontré des difficultés différentes. Avec le groupe d'éleveurs du bocage virois, qui était un petit groupe qui avait besoin de communiquer plus facilement, autant le constat était vraiment partagé et posé de tout le monde n'est pas inclus dans les échanges et ses problématiques. Mais après, il y avait une vraie réticence personnelle, mais qui était partagée par l'ensemble des membres du groupe,
à utiliser des outils numériques. Globalement, ils trouvent qu'on passe trop de temps sur des écrans, c'est quelque chose pour lequel ils n'avaient pas d'appétence, d'intérêt, et du coup, ils voyaient théoriquement ce que ça pouvait apporter, mais dans la pratique du quotidien, se dire on va se rajouter encore des écrans, des téléphones, ça les bloquait pas mal. Et du coup, pour ce groupe-là, ce qui a été l'élément déclencheur, ça a vraiment été le confinement. Parce que pareil, on avait commencé le test avant le confinement, et du coup, ça démarrait pas vraiment par manque d'envie, c'était pas une priorité. Et le confinement, en plus, c'est arrivé, le premier confinement en plein pendant la période de mise au pâturage, où là, ils avaient vraiment besoin d'échanger. Toi, t'en es où? Est-ce que tu fauches? Comment ça se passe ton tour de pâturage? Et du coup, là, ça a déclenché. Et c'est aussi pour pouvoir lancer ça, quand même, comme on avait commencé avant le confinement, on avait pu, lors d'une journée, que ce soit une personne en présentiel qui crée le groupe en parlant à tout le monde, qui a installé, qui a pris les noms. Donc ça a quand même aidé de pouvoir le faire en présentiel, notamment pour être sûr d'inclure tout le monde et qu'il n'y ait pas une personne qui se retrouve en dehors du groupe. Donc ça, c'était pour le groupe d'éleveurs plutôt restreint, plutôt proche, et pour le groupe d'apiculteurs très nombreux. Donc eux, ils se sont vraiment bien approprié l'outil tout de suite. Comme tu disais en plus tout à l'heure, il y en avait déjà pas mal qui l'utilisaient dans leur vie perso, donc qui voyaient tout de suite comment ça marchait. Le problème qu'on a eu plus, ça a été le côté à 17, ils étaient très nombreux, très actifs, et du coup ça partait vraiment dans tous les sens, les sujets, à perdre complètement le fil, et donc ça a été un peu compliqué à gérer. Du coup il y a des personnes qui ont vraiment lâché parce que c'était trop. Donc voilà, avec ce groupe-là, le principal problème rencontré, ça a été ça. Donc c'est hyper intéressant, deux groupes avec des problématiques qui sont diamétralement opposées, enfin, des difficultés opposées. On verra tout à l'heure comment vous avez trouvé des solutions. Merci beaucoup, Colline. Camille, est-ce que tu veux nous présenter un peu les difficultés auxquelles tu t'es confrontée auprès de ton groupe? Oui, du coup, ce groupe, il était composé d'environ 10 personnes, dont 8 producteurs. Et ce qui fait qu'en fait, certains étaient très à l'aise avec l'outil numérique et d'autres moins, ou en tout cas moins connectés, moins réactifs. Et la difficulté, c'était le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on a exclu en fait certaines personnes les moins connectées, les moins réactives. Elles ont été un peu exclues des échanges sur Internet. Et donc, on se retrouvait en présentiel avec des personnes avec un différent niveau d'information. Donc, on a exclu certaines personnes du groupe. C'était une première difficulté. L'autre point, c'est qu'en fait, pour les producteurs, c'est un outil de plus à gérer. Donc là, je rejoins un peu vos retours, mais il y a en plus des mails, il faut penser à se connecter sur cette nouvelle plateforme. C'est un réflexe en plus. Avec un quotidien pour les producteurs qui est déjà très chargé. C'est un effort supplémentaire. Et puis le dernier élément, c'était un peu les limites de l'outil. Alors je ne sais pas si tu parlais de celui-là, Aurélie, tout à l'heure, mais à savoir que Roller est un outil avec pas mal de fonctionnalités sur ordinateur. Donc moi qui l'utilisais sur ordinateur, j'avais accès à toutes ces fonctionnalités, mais finalement les producteurs, eux, utilisaient que sur leur portable, enfin principalement sur le terrain, sur l'application, et qui était en fait très limité, avec notamment un système de notification qui marchait pas très bien. Et là, on a réalisé que la pertinence, l'importance de l'application et sa performance, elle va vraiment jouer derrière sur la connexion et l'implication des producteurs. Il faut que l'application soit très performante. Et là, c'était pas le cas, donc c'était une des limites en tout cas et difficultés qu'on a pu rencontrer. Ça marche. Merci beaucoup, Camille, pour ce témoignage. Là, on a mis le doigt sur plusieurs difficultés. Pourtant, ces outils-là, pour certains groupes, ils continuent à vivre. Donc, ça veut dire que ces difficultés, elles ont été compensées ou peut-être même levées. Du coup, là, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ces outils ils ont permis au groupe? Du coup, qu'est-ce qui a bien marché? Comment vous avez réussi à dépasser ces premiers freins exposés? Denis, si tu veux commencer. Ouais, en fait, pour revenir un peu à ce qui est positif par rapport au test amiculteur,
c'est en fait que déjà, il y a eu l'effet confinement. Donc, la CUMA a dû se réunir en fait par le biais de visio, de visioconférence au printemps 2020. Et en fait, quand on crée Amiculteur, on est forcé aussi de créer ce qu'on appelle un drive Google, parce qu'Amiculteur fait le lien. Et donc, en fait, ce drive, il nous a permis de centraliser tout ce qui est, on va dire, décision, compte rendu et autres pour la CUMA. Et ça nous a permis aussi d'avoir des supports pour pouvoir justement prendre des décisions et voilà, le mettre en forme quand on a fait des visios avec le conseil d'administration de la CUMA. Donc, c'est là que les agriculteurs, enfin, au moins les membres du conseil d'administration de la CUMA se sont rendus compte qu'effectivement, le drive avait un réel intérêt, et notamment le lien qu'Amiculteur mettait à disposition pour accéder au drive était vraiment réellement intéressant. Donc, en fait, j'ai réussi à rattacher en fait le groupe, le conseil d'administration de la CUMA a utilisé Amiculteur pour avoir accès au drive. Alors, bon, c'était pas forcément l'effet escompté. Mais voilà, donc au moins les responsables du groupe utilisent Amiculteur et le drive de la CUMA pour avoir un support, pour justement savoir de quoi on parle et avoir, on va dire, ce qu'on appelle des décisions partagées à l'occasion des visios, et puis par la suite à l'occasion des prochaines réunions de la CUMA. Bon, je perds pas l'intérêt d'Amiculteur quant au fait de communiquer, et je pense qu'effectivement on pourra essayer de retenter de revenir à la charge concernant essayer d'avoir utilisé un outil unique en fait par rapport à WhatsApp et relancer l'intérêt sur la communication au niveau des activités par Amiculteur. D'accord, merci beaucoup Denis. Du coup là on voit en fait le fait que voilà un outil comme Amiculteur d'échange qui permet de faire le lien avec des outils d'organisation, ça permet d'optimiser un peu l'organisation du groupe, de retrouver plus facilement les informations, que ce soit dans les messages ou dans les dossiers du collectif. Ok. Merci beaucoup Denis. Colline, est-ce que tu veux compléter? Oui, du coup, sur ce qui a continué, pour les deux groupes, on est quand même sur quelque chose qui a eu vraiment de l'intérêt et qui continue à bien marcher dans les deux groupes. Donc, au niveau des éleveurs du bocage virois, c'était vraiment le frein était au démarrage. Et en fait, une fois que le groupe est devenu actif suite au premier confinement, ils se sont quand même rendus compte de l'intérêt qu'il y avait pour eux d'avoir sur des échanges instantanés, sur toutes les périodes clés un petit peu de mise au pâturage, de fauche, de semis, pouvoir se contacter très facilement entre eux, s'envoyer des photos pour discuter sur du concret. Donc ça les a vraiment intéressés. Et du coup, aujourd'hui, c'est un groupe qui est bien actif, même hors confinement. Donc maintenant que c'est parti, ça marche bien. Et l'autre truc super positif qui marche bien aussi, c'est qu'en fait, c'est au niveau de l'autonomie du groupe, c'est un groupe de discussion qui est géré par le groupe d'agriculteurs, par les agriculteurs eux-mêmes. En fait, moi, l'animatrice, je ne suis pas dans le groupe. Et c'est vrai que c'est vraiment l'avis du groupe, c'est eux qui le gèrent. Et au niveau autonomie, c'est vrai que c'était important pour nous et ça marche bien. Donc ça, c'était pour le premier groupe. Au niveau des apiculteurs, du coup, il y avait cet intérêt de base avec beaucoup d'échanges, mais la difficulté d'avoir trop d'échanges. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, parce que c'est pareil, c'est le groupe de discussion des apiculteurs. Donc, moi, je ne suis pas dedans en tant qu'animatrice. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, ça a été de le découper en deux, d'avoir une discussion plus pour les échanges perso et une discussion vraiment technique. Donc ça a déjà aidé un petit peu, mais ce n'est pas totalement satisfaisant non plus, parce que du coup, on peut se perdre aussi entre les deux discussions dans laquelle c'était déjà, je ne retrouve pas. Et ça continue d'avoir vraiment beaucoup de discussions. Donc c'est vrai qu'en en parlant, il y aurait eu d'autres outils qui auraient peut-être été plus adaptés, comme Amiculteur, où on peut vraiment avoir plus de discussions, que ce soit plus clair. Mais là, le problème qu'on a eu, c'est que ces outils étaient déjà bien en place. WhatsApp, c'était là. Et du coup, une fois qu'on a commencé, c'est difficile de changer, de reprendre, de casser une dynamique pour en relancer une autre. Donc ça, c'est juste un petit remarque, un petit conseil. C'est vrai que c'est super important au début de prendre le temps de bien choisir l'outil qui correspond au groupe pour le mieux, parce qu'une fois qu'on est parti sur un, revenir en arrière et rechanger, c'est compliqué. En tout cas, ça demande beaucoup d'énergie et sur ce groupe-là, ça n'a pas été souhaité. Voilà, un petit peu. Ça marche. Merci beaucoup, Colline. Et puis, Camille, pour terminer, est-ce que tu as d'autres apports, d'autres valeurs ajoutées des outils numériques pour ton groupe?
Euh, oui, alors je dirais que ce qui a bien marché, enfin, l'intérêt, c'est toutes les fonctionnalités qui étaient rassemblées sur un même outil. Je pense au sondage pour fixer rapidement la prochaine réunion en présentiel, aussi au partage de photos et de visuels pour la communication. Du coup, nous, il y avait un vrai intérêt là-dessus. Et si je compare à 100 rollers du coup par mail, on aurait été amené à faire un doodle, à mettre des pièces jointes, enfin, voilà, envoyer, alors que là, on avait vraiment tout sur la même page et donc très pratique pour les producteurs. Et un autre élément aussi, c'est que je pense que ça permet au groupe de vraiment se sentir impliqué et concerné par les sujets. Parce qu'en fait, entre deux réunions en présentiel, on a le temps d'oublier le sujet. Et le fait d'échanger spontanément et de participer en regardant des visuels, en cliquant sur en participant à des sondages, etc., ça les engage aussi dans le projet. Et enfin, il y avait une vraie action de leur côté, quoi. Et du coup, on ne perd pas la motivation du groupe à avancer sur un sujet. Et voilà. C'est principalement ça, les intérêts, vraiment centrés sur les fonctionnalités qu'on a sur un même outil. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Camille. Du coup, je vous remercie tous les trois pour cette petite table ronde qui a permis de voir un peu sur trois outils qui, on pourrait croire, font un peu la même chose puisque c'est des outils d'échange cette année. Trois outils qui répondent à des besoins différents, à des fonctionnements de groupe qui sont aussi différents, et derrière qui ont nécessité un peu d'accompagnement pour être mis en place et lever certains freins qui derrière ont pu permettre une utilisation optimisée de ces outils. Je vous remercie tous les trois et puis on peut passer du coup à la suite. Alors, donc, pour la partie suivante, tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'une des premières étapes du travail, c'était de dresser un état des lieux des usages des outils numériques au sein des collectifs d'agriculteurs. Et donc, ce que je vous propose pour maintenant, c'est de découvrir un peu cet état des lieux, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a constaté. Et pour ce faire, ça va être Ambroise Garnier d'Amiculteur qui va vous présenter ça. Ambroise, je te laisse te présenter et puis commencer. En mettant ton micro, s'il te plaît. Merci. Effectivement, en ouvrant le micro, c'est toujours mieux. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? Impeccable. Ok. Donc Ambroise, moi je suis un des cofondateurs d'Amiculteur. Et donc nous, effectivement, on a participé au projet agriculture de groupe depuis le début, et notamment parce qu'on était en réflexion justement sur la conception de la plateforme, et c'est vrai qu'on a pu travailler sur le recueil des besoins, l'analyse des besoins, notamment à travers ce projet agriculture de groupe 2.0. Et voilà. Donc là, je vais vous présenter effectivement l'état des lieux finalement qu'on a pu réaliser dans le cadre du projet. Alors, bon, Aurélie l'a dit tout à l'heure en introduction, quand on parle de numérique en agriculture, ça peut toucher beaucoup de choses. Voilà. Là, l'idée, c'est effectivement qu'on repositionne un peu les enjeux qu'on a traités dans le cadre du projet agriculture de groupe 2.0. Donc, effectivement, comme le nom le laisse penser, on s'est d'abord intéressé à des solutions qui s'adressaient à des collectifs. Et c'est vrai, quand on parle d'agriculture et de numérique, il y a une diversité de solutions, dont des solutions qui s'adressent à des collectifs et des solutions qui s'adressent à des agriculteurs individuels. Alors, effectivement, il y a déjà tout le champ des outils d'aide des OAD, des outils d'aide à la décision, au pilotage, qui là souvent s'adressent à des agriculteurs, à différentes échelles d'ailleurs, que ce soit à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation. Voilà, donc ça a été plutôt pour nous hors champ du projet, hein, puisque enfin voilà, on n'a pas trouvé, enfin en tout cas il n'y a pas comment dire d'envie de test sur des outils comme ça par les collectifs. Quand on parle d'agriculture et numérique aussi, il y a beaucoup de solutions, de propositions de services autour de ce qui est l'agriculture connectée, autour de tout ce qui est capteurs et robotique, avec des solutions aussi autour de l'agriculture de précision, l'élevage de précision. Là, c'est pareil, c'est plutôt des solutions qui s'adressent à des agriculteurs. Voilà, il y a effectivement des solutions connectées qui sont utilisées dans les climats de suivi d'usage du matériel.
voilà, si ça a pu être évoqué dans le projet, en tout cas, on n'a pas vraiment testé en tant que tel ces solutions-là. Et puis, il y a aussi, quand on regarde dans le paysage un peu du numérique en agriculture, il y a aussi tout un tas de questionnements autour de la valorisation des données, avec effectivement des initiatives autour du big data, voire même de l'intelligence artificielle autour de la donnée. Ça, c'est pas sans lien avec les deux premières catégories qui sont effectivement les outils de la décision et la robotique. Voilà, c'est pareil, c'est des choses qu'on a, enfin, voilà, qu'on n'a pas abordées. Ce qu'on a abordé, c'est plutôt tout ce qui est outils collaboratifs au service des fonctionnements des collectifs, comme on a pu l'introduire ce matin, avec une diversité de catégories d'outils, des outils pour faciliter les échanges, des outils pour faciliter la mémoire du groupe, le stockage, des outils d'animation, des outils d'organisation. Et puis on a un peu évoqué, mais on a moins creusé le sujet parce que c'est des outils qui sont beaucoup utilisés par les agriculteurs, tout ce qui est médias sociaux numériques, les médias sociaux numériques avec Facebook, Twitter, où on a beaucoup d'agriculteurs qui échangent, mais plutôt dans une dimension interindividuelle ou dans des groupes qui sont moins formels, ou en tout cas qui n'étaient pas représentés dans le projet. Donc on a moins évoqué ces outils, si ce n'est qui sont utilisés quand même comme outils de communication, notamment Facebook, par les collectifs. Voilà. Donc là, on va effectivement détailler plutôt les outils collaboratifs. Voilà, donc avant de commencer, effectivement, il y a une question aussi, c'est de se dire, ben voilà, l'agriculture de groupe, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est? Voilà, on voit qu'il y a une diversité de collectifs en agriculture. Et peut-être pour commencer, ben voilà, on va venir vers vous avec quelques questions là. Donc là, je vais laisser la parole à Aurélie pour revenir sur Klaxoon. Et le questionnement, c'est de se dire, ben voilà, l'agriculture de groupe, qu'est-ce que c'est? Ça représente combien de collectifs selon vous? Voilà, comment vous voyez les choses, et puis après on pourra prendre un petit temps d'échange. Du coup, là, je vais vous demander juste de cliquer sur votre onglet du coup Klaxoon et de répondre du coup à la question selon vous, quelle est la proportion d'agriculteurs qui sont impliqués dans un collectif? Est-ce que c'est moins d'un tiers? Est-ce que c'est entre un tiers et la moitié? Ou est-ce que c'est plus de la moitié des agriculteurs en France qui sont impliqués dans un collectif agricole? Encore 2 personnes, 1 personne. Petit prendre un café. Alors, vous avez été 56% à trouver la bonne réponse, donc qui était plus de la moitié. 12%, vous pensez qu'il y a moins d'un tiers des agriculteurs qui sont en collectif, et vous avez été 32%, donc presque un tiers, entre eux, qui pensaient qu'il y avait entre un tiers et la moitié des agriculteurs qui étaient dans les collectifs. Du coup, je vais laisser Ambroise expliquer pourquoi plus de la moitié des agriculteurs sont en collectif. Alors, je veux bien que tu Ouais. passes la diapo. Effectivement, cette question, c'est pareil, elle peut paraître comment dire, anodine, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de chiffres. Enfin, en tout cas, c'est difficile de trouver un chiffre validé du nombre de groupes d'agriculteurs en France. On peut faire des estimations. D'ailleurs, c'est peut-être assez étonnant, mais c'est la première fois en 2020 que dans le recensement agricole, il y a des questions autour de la participation des agriculteurs dans le collectif. Donc, c'était quelque chose qui passait jusque-là à côté de la statistique publique. Voilà. Donc on peut estimer, oui, qu'il y a plus de 2 tiers des agriculteurs qui sont dans des groupes. Les statistiques, c'est qu'il y a la moitié des agriculteurs qui sont dans des CUMA. Donc il y a plus de 12 000 CUMA en France. Compter les collectifs agricoles, c'est pas évident, parce qu'on verra qu'ils sont dans diverses structures. Et donc, effectivement, plus de 12 000 CUMA, plus de 500 coopératives. Alors les coopératives, ça peut représenter une grande diversité, avec des structures qui font plusieurs millions, voire milliards de chiffres d'affaires, avec aussi des coopératives qui peuvent être plus petites ou plus localisées autour de la commercialisation d'un type de produit, par exemple. Et on trouve aussi un certain nombre de groupes techniques. Voilà, c'est pareil, c'est pas évident de les chiffrer, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que par exemple, ces dernières années, il y a plus de 1500 collectifs qui ont été reconnus et labellisés J2E. Voilà. Et quand on parle d'agriculture de groupe, on peut aussi compter dedans toutes les organisations de filières, notamment avec les syndicats de gestion des AOP. Alors, il y a des questions sur le chat, on va y venir tout à l'heure.
Voilà. Donc, ce qui est marquant aussi, c'est qu'il y a une diversité de structures qui animent ces collectifs ou donc qui fédèrent ces collectifs. Dans le collectif ADG, dans les groupes engagés, il y avait effectivement des groupes CUMA, des groupes CIVAM, la coopérative Biolay, et donc il y avait une représentation finalement d'une diversité de collectifs, mais on retrouve des collectifs dans différents réseaux, dans les champs de l'agriculture, et aussi effectivement le réseau des CETA qu'on peut citer. Hop, alors, je vois pas Alors, pas la fin de la diapo, il faut se mettre en grand écran. ouais. Juste pour précision, je note bien les questions. Le temps de questions, on y reviendra à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y reviendra juste après. Juste après la diapo. Alors, effectivement, il y a des questions, j'ai vu vite fait dans le chat, autour de qu'est-ce qu'on considère comme un collectif. Donc, voilà. Donc, les différents types de collectifs agricoles, voilà, en tout cas qu'on a identifié dans le projet et qu'on a pu, qu'on trouve aussi finalement quand on s'intéresse au collectif, on voit qu'il y a différents types de collectifs. Il y a d'abord des collectifs dont la mission principale, c'est de progresser ensemble, de partager des expériences, de prendre des décisions. C'est typiquement tout ce qui va être les groupes CETA, GEDA, CIVAM, GI2E, voilà, qu'on peut nommer comme les groupes d'échange et de pratique. Ensuite, on va trouver des collectifs dont la mission principale, mais ça peut ne pas être la seule, c'est de s'organiser pour mutualiser des moyens des services. Donc, globalement, tout ce qui est coopérative et CUMA. Et puis, on a aussi, il y en avait dans le projet, notamment les fédérations régionales de CUMA, où on a des réseaux fédératifs qui là, sont plutôt des réseaux qui vont piloter l'action, organiser l'action, prendre des décisions pour organiser justement la vie des collectifs. Alors, ce qui est marquant, et ça, on l'a bien vu dans les enquêtes qu'on a fait auprès des agriculteurs, enfin des étudiants qui ont travaillé avec nous, en leur demandant qu'est-ce que vous attendez des collectifs. Ce qui ressortait très fortement, et quel que soit le type de collectif, c'est on attend aussi tout ce qui est le côté humain, l'amitié, la convivialité, le partage, l'échange. Et effectivement, c'est d'autant plus important quand on s'intéresse à la question des outils numériques, parce que le numérique ne doit pas venir gommer cette attente qui est quand même principale dans les groupes. Dans le collectif ADG, on avait des groupes qui étaient animés de manière très proche. Tout à l'heure, Colline nous parlait des CIVAM qu'elle anime. Donc là, on a une présence d'un animateur qui peut animer souvent plusieurs groupes, 4-5 groupes, des collectifs qui étaient animés de manière plus ponctuelle. Peut-être c'est le cas des CUMA, où là, l'animateur va intervenir pour accompagner le groupe dans un temps fort sur des choix d'investissement, pour les préparations d'AG, des choses comme ça. Voilà. On a des groupes qui sont locaux et d'autres plus distants. Je crois que dans le témoignage de Colline, c'était assez marquant. Les apiculteurs, ils sont organisés au niveau régional. Le groupe des éleveurs, ils sont au niveau plus local. En termes de besoins et de difficultés de fonctionnement, effectivement, ça va pas être les mêmes enjeux. Et puis, on a des groupes formels. Alors, effectivement, dans le cadre du projet ADG, c'était plutôt des groupes formels qui étaient présents et des groupes informels qui peuvent fonctionner soit sur le terrain de manière informelle sans être complètement structurés, soit aussi des groupes informels qu'on va trouver, par exemple, via des réseaux sociaux ou des groupes voilà, je sais pas. Peut-être on peut prendre un peu de temps d'échange. Là, c'est par rapport aux questions qu'il y avait dans le chat, je sais pas. Oui, bien sûr. Du coup, il y a eu 2 réactions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez plus. Donc, il y avait une première réaction sur la question combien il y a la proportion d'agriculteurs impliqués dans les collectifs. Le fait que la proportion, elle peut aussi dépendre de la définition que l'on met dans impliqué. Est-ce que impliqué, c'est qui fait partie? Est-ce que voilà, il y a des agriculteurs qui sont plus ou moins impliqués dans les groupes, pas les mêmes niveaux d'implication dans chaque groupe. Donc, il y avait cette réaction-là. Et puis, une question pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on entend par collectif? Est-ce qu'on est que sur des collectifs formalisés? Par exemple, qu'en est-il des groupes virtuels? Voilà, il y a des groupes virtuels, des communautés Facebook. Voilà, pour l'instant, les réactions qu'il y a dans le chat. Par exemple, dans les communautés Facebook, la page des producteurs de lait. Alors, effectivement,
on est conscient qu'il y a une diversité de collectifs qui existent. Dans le projet agriculture de groupe, là, ce qui était marquant, c'est effectivement, c'est pour le coup, dans les partenaires, c'est des groupes formels qui ont participé au projet, et c'est les groupes formels qu'on a enquêté sur leurs besoins et leurs difficultés de fonctionnement. Donc, effectivement, peut-être s'il y en a qui veulent, on pourra dans la suite de la journée aussi échanger sur le fonctionnement et les besoins peut-être de ces collectifs qui ont un autre mode de fonctionnement et qui existent, peut-être qui se développent aussi de manière assez forte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole en réaction avec ce premier temps d'échange? Ça marche. N'hésitez pas à lever la main ou à continuer d'alimenter le chat. Eh bien, on peut passer à la suite, du coup? Oui, alors effectivement, dans le projet, la première étape, Aurélie l'a dit en introduction, ça a été d'enquêter comment fonctionnent ces collectifs et quelles sont leurs difficultés dans le fonctionnement ou leurs besoins pour justement fonctionner de manière plus efficace, pour justement identifier les besoins et les difficultés vécues. Donc là, on a travaillé effectivement notamment avec des étudiants de l'Agrocampus Ouest. Et voilà, on a identifié les difficultés. Je vais les présenter tout à l'heure. Là, je crois que c'est pareil. On a une petite animation Klaxoon pour revenir un peu vers vous. Je te laisse, Aurélie. Oui. Alors, tac. Je vous laisse répondre à la deuxième question, qui est sur votre onglet Klaxoon, du coup. Selon vous, quelles sont les difficultés majeures rencontrées par les animateurs et animatrices de ces collectifs? En gros, est-ce que vous pouvez ordonner? Là, vous avez une liste de difficultés. Vous mettez de la plus importante, selon vous, à la moins importante. Donc, en fait, il vous suffit de prendre l'élément, la proposition, et après la faire basculer, soit la mettre plus haut, soit la mettre plus bas. En fait, c'est un ordre, c'est des difficultés à ordonner, de la plus importante selon vous à la moins importante. Encore 13 personnes qui sont en train de répondre. On laisse encore un petit peu de temps. Encore 2 petites secondes. Ok. Alors, pour vous, la principale difficulté, c'est la faible disponibilité des agriculteurs, suivi. Donc, non, en fait, non, ça, c'est l'ordre de l'enquête. Donc, dans l'état des lieux, ce que l'on a vu, c'est que la première difficulté, c'était vraiment la faible disponibilité des agriculteurs. Et vous avez été 52% à la mettre en premier, à trouver la bonne réponse. Suivi, donc la deuxième difficulté importante auquel font face les animateurs et animatrices de ces collectifs, c'est le maintien du lien entre les réunions. C'est difficile entre 2 réunions de maintenir le lien. Et pour des groupes, par exemple, qui ont des réunions moins fréquentes, donc il y a des gros enjeux. Donc vous avez été 21% à la mettre en deuxième position. Alors là, la troisième, vous avez été très peu à la mettre au bon endroit. C'est la difficulté de s'y retrouver. Donc le fait que voilà, il y a une très grande diversité des outils et certains outils, ils peuvent répondre qu'à une fraction des besoins. C'est compliqué de trouver un outil qui répond vraiment à l'ensemble des besoins du groupe. Donc ça, c'est quand même une difficulté qui est ressortie en troisième position dans notre état des lieux. Ensuite, difficile d'animer des groupes à distance. En fait, on voit qu'il y a des enjeux à travailler à distance. Et ça, on le voyait déjà avant le confinement.
puisque l'état des lieux a été fait dans la première année du projet. Donc, il y a des difficultés à animer les groupes à distance, alors qu'il y a des enjeux derrière. Donc, voilà, en 4e position. Et puis, en dernière position, c'est compliqué de capitaliser sur les expériences individuelles de ces groupes, qui sont pourtant intéressantes pour faire progresser l'ensemble du groupe. Donc voilà au niveau de l'ordre. Je vais laisser Ambroise détailler un peu plus ces difficultés et les expliciter. Tac. Alors, ouais, alors juste pour repositionner, hein, effectivement, les enquêtes qu'on a faites, elles sont faites auprès d'un certain nombre de collectifs. Le collectif d'ORADG n'est pas forcément complètement représentatif de la diversité des groupes en France. Et puis aussi, les enquêtes ont été faites avant le confinement. Tout ça pour dire aussi que il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans et que sur, par exemple, la connaissance des outils et comment dire, l'identification des besoins, ben voilà, il y a des choses qu'on maturé. Voilà, donc là, les 5 difficultés qu'on vous présente, c'est celles, enfin voilà, il y a peut-être aussi d'autres besoins, c'est les enjeux majeurs qui sont ressortis. Le premier, et ça c'est vraiment quelque chose qui est quand même marquant, c'est que quand on veut faire collectif en agriculture, bah, la principale difficulté, c'est la faible disponibilité des agriculteurs. Peut-être un témoignage là voilà, je pense qu'on peut retrouver assez facilement quand on est animateur de groupe, c'est bah voilà, on a du mal à avoir tous les agriculteurs en même temps autour de la table. Ça entraîne des pertes d'informations et une qualité des échanges plus faible. C'est une difficulté pour le groupe, mais c'est également une difficulté pour les agriculteurs qui, bah peut-être parce que voilà, c'est le seul moment de météo où on peut aller faire les foins et bah, la réunion du groupe, bah, même si on voulait absolument y aller, on est obligé de faire des choix. Et c'est aussi une difficulté pour les agriculteurs qui peuvent perdre le lien avec le collectif si bah voilà, ils n'ont pas participé à la réunion. Le deuxième enjeu, qui est aussi lié effectivement à cette question de la disponibilité, c'est comment on maintient le lien entre les réunions. Autrement dit, comment on fait que bah voilà, les échanges, les choses qu'on a appris avec le collectif ou les projets qu'on a formalisés, bah, ils vivent entre les réunions. Et ça peut être des besoins effectivement aussi d'organisation toute bête. Hein. En fait, l'ensileuse, est-ce qu'elle est prête et comment cette information on l'a fait diffuser à tout le collectif de manière simple. Ou savoir par exemple, bah voilà, on a fait une formation sur les couverts végétaux, chacun a mis en place des trucs, ça donne quoi chez les autres. Voilà. Voilà des enjeux en fait de maintien de lien entre les réunions. Donc ça, c'est vraiment les principaux enjeux qu'on a identifiés autour de la coordination des collectifs et de leur dynamique. Et puis les 3 autres difficultés qui ont été identifiées. Je vais bien, merci. Et ben c'est effectivement que quand on enquêtait les animateurs et les agriculteurs, voilà, il y a quand même une diversité d'outils numériques et les gens utilisent déjà beaucoup d'outils numériques. On verra, par exemple, même des groupes qui disent on n'utilise pas d'outils numériques, on dit comment vous communiquez entre les réunions? Ah bah on s'envoie des mails. Et comment ça fonctionne? Ah bah ouais, c'est un peu le bazar, on les lit jamais. Enfin, ouais. Donc tout le monde utilise des outils numériques et parfois avec des adéquations partielles. Par exemple, l'exemple des mails est assez parlant. Les mails sont beaucoup utilisés, mais au final, bah, les informations sont très peu capitalisées. Il y a un tiers des mails qui sont ouverts ou lus, donc voilà. Et puis bah, après, quand on a des besoins un peu plus spécifiques, comme par exemple, on veut organiser du suivi de matériel humain, on veut remonter de la donnée sur des essais. Bah là, finalement, on se rend compte que les outils numériques ils peuvent être des fois incomplets par rapport à certains besoins. Ouais. Alors, la dernière, enfin le quatrième difficulté identifiée, c'est peut-être plus une difficulté exprimée par des animateurs. Bah, c'est que utiliser des outils numériques pour animer ces collectifs en complément du présentiel, c'est pas si évident parce que effectivement il faut être outillé, maîtriser les outils et puis savoir animer à distance. Et ça on verra, c'est des choses qu'on a travaillé notamment dans le cadre de la formation que bah, c'est aussi une évolution du métier d'animateur. Hein. Donc comment
utiliser les bons outils au bon moment, à la bonne dose, avec la bonne posture quelque part aussi. Voilà. Et puis il y a un enjeu aussi, alors qui concerne peut-être pas tous les groupes, qui va concerner peut-être plutôt des groupes techniques qui ont des enjeux de capitalisation de connaissances ou des GI2E qui sont dans des démarches d'innovation, qui est de se dire effectivement quand on a des collectifs d'agriculteurs, un groupe d'une quinzaine de personnes qui testent chacun des itinéraires, comment capitaliser au mieux les expériences individuelles dans le cadre collectif. Et là, on se rend compte que ça se fait beaucoup avec l'animateur qui appelle, qui récupère la donnée, des données qui sont notées sur du papier, mais qui des fois sont remontées que le jour de la réunion. Et au final, c'est des difficultés très concrètes de capitalisation et de valorisation des échanges et des expériences de chacun. Je profite pour rebondir sur des éléments qui ont été mis dans le chat qui sont plutôt intéressants. Donc, il y a eu une première réaction sur le fait que dans les difficultés, ce qui aurait pu être rajouté aussi, c'est de ne pas exclure les agriculteurs moins connectés. Avec la question, est-ce que c'est compris dans une des parties, par exemple, difficulté d'animer des groupes à distance. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a retrouvée aussi dans les tests. On en parlera un moment dans l'après-midi dans les comment justement comment présenter l'outil et comment le mettre en place pour éviter ces mises à l'écart, cette exclusion de certains agriculteurs qui sont soit moins connectés, soit qui sont voilà, qui adhèrent moins à l'outil. Après, il y avait une autre réaction sur l'implication. En fait, il y a l'implication, mais il y a aussi l'âge. Après, il y avait aussi un exemple sur le SMS, qui est par exemple souvent suffisant, voire encore de trop. Du coup, la question, c'est en fait quand il y a des utilisations du SMS, par exemple, comment on motive pour passer à quelque chose de supérieur. Quand il y a déjà un outil qui, comme tu l'as dit, Ambroise, qui répond partiellement aux besoins, comment on fait pour aller au niveau supérieur qui permet d'y répondre pleinement? Voilà, c'est une des questions du chat. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des personnes qui veulent prendre la parole sur cette partie? Ok, super. Eh ben, on va passer à la suite. Alors, sur la poursuite, effectivement, du travail un peu d'état de l'art ou de la veille, enfin, sur l'état des lieux. Donc, on a effectivement travaillé autour d'identifier les difficultés et les besoins des collectifs existants. Et puis, on a aussi regardé du côté des solutions numériques, quels étaient les usages en place, et notamment leurs évolutions, parce qu'effectivement, il y a eu la période de confinement, et en 3 ans, en fait, les usages ont quand même beaucoup évolué, du coup. Voilà, donc là, c'est pareil, on a une petite animation klaxon à vous proposer, je crois. Oui. Alors, du coup, là, je vais vous mettre le sondage. Donc là, l'idée, ça va ressembler un peu à une question que vous avez déjà répondu tout à l'heure, mais pas vraiment. Là, c'est essayer de réfléchir. Avant le confinement, vous utilisiez quels outils? En gros, l'idée, c'est de voir la différence entre votre utilisation avant confinement et votre utilisation après confinement. Bon, ça commence à remonter le avant confinement, mais... Donc, quels sont les outils que vous utilisez avant ce contexte un peu particulier? Ok. Alors, du coup, je vais juste capturer vos réponses pour avoir une photo de ce que vous utilisiez avant. Et puis maintenant, on passe à la question suivante. Donc, il y a la même que tout à l'heure, mais c'est juste pour avoir les photos avant-après. Maintenant, depuis le confinement, quels sont les outils que vous avez utilisés voilà, donc pendant la période du confinement, est-ce qu'il y a des outils que vous avez commencé à utiliser plus qu'avant?
Encore 8 personnes. Encore 6 personnes. On attend encore quelques réponses. 4. Ok. Alors, on voit que les outils, concernant tout ce qui est agenda partagé, outils de planification, il y a le même pourcentage. Donc, vous utilisiez autant ces outils-là pour vous organiser avant le confinement que depuis le confinement. Par contre, il y a eu une très forte augmentation des outils d'échange instantané, puisqu'on passe de 47% des participants qui utilisaient ça avant le confinement à 80% des participants qui l'utilisent depuis le confinement. On a une petite augmentation des réseaux sociaux également. Donc voilà. Et puis, au niveau des outils de stockage, on est sur la même proportion. Donc, il n'y a pas eu de modification. Donc, en fait, les outils qui vous permettaient de vous organiser, il n'y a pas eu d'augmentation. C'était des choses que vous utilisiez déjà beaucoup. Par contre, c'est vraiment les outils d'échange, que ce soit interne au groupe ou à l'extérieur du groupe, qui ont vraiment explosé entre avant le confinement et puis après le confinement. Alors, on va voir si c'est ce qu'on a retrouvé dans l'état des lieux que dresse Ambroise. Alors, donc, effectivement, quand on a fait les enquêtes sur comment vous fonctionnez avec vos collectifs en termes d'échanges, à la fois en présentiel, mais aussi en digital, on avait des questions sur les deux. Là, on vous présente plutôt l'aspect sur qu'est-ce qui est utilisé dans les outils. Ce qui était remonté, c'est que voilà, la majorité des groupes, le mail était un outil massivement utilisé, l'outil principal. Parfois, voilà, jusqu'à l'overdose, avec des mails, effectivement, c'est pas toujours lu, des fois trop de mails, voilà. Avant le confinement, il y a déjà une utilisation croissante de collectifs qui utilisaient des outils comme WhatsApp, par exemple, mais c'était beaucoup, enfin voilà, c'était pas la majorité des collectifs, hein. C'était plutôt quelque chose de l'ordre de 10 à 20% des groupes qui utilisaient ce type de solution. Et puis, voilà, les collectifs utilisaient Facebook plutôt pour de la communication externe. Et puis effectivement, avec un certain nombre de groupes d'agriculteurs qu'on va qualifier d'informels, parce qu'ils sont pas liés à des structures, mais qui pourtant sont peut-être même dans leur fonctionnement quand même formalisés, hein, puisque les groupes existent sur Facebook et sont parfois très vivants. Mais encore une fois, c'était pas des collectifs qu'on avait dans notre panel, hein, donc on n'a pas creusé plus que ça de ce côté-là, il faudrait compléter. Le constat, c'était qu'il y avait peu de groupes qui utilisaient des plateformes collaboratives, et quasiment pas d'usage de la visio en collectif. Voilà, ça c'était en 2018-2019 avant le confinement. Ensuite, effectivement, l'impact du confinement, en fait, le résultat principal, c'est qu'il y a eu une diversification des usages avec de nouveaux outils utilisés dans les groupes. Alors, assez massivement, tout ce qui est plateforme collaborative d'échange, donc WhatsApp par exemple, qui est monté très fort, les solutions de visioconférence, et puis l'usage d'outils d'animation en complément comme Klaxon. On a aussi eu des collectifs qui ont été confrontés à des besoins très concrets, et puis peut-être je pourrais laisser témoigner assez vite Camille, si elle veut bien, par rapport à ça, avec un enjeu pour nous c'est crucial d'organiser une AG tous les ans qui implique les agriculteurs. Et comment on organise des AG dans un contexte de confinement, avec parfois même des structures qui étaient, voilà, c'était même pas prévu dans les statuts, quoi. Donc voilà. Donc là, il y a eu effectivement des solutions qui ont été imaginées. Voilà, je ne sais pas si on a le temps pour que Camille, si tu veux bien dire 2-3 mots là-dessus, comment vous avez géré cet élément-là avec Violet.
Oui, alors normalement notre assemblée générale, elle est organisée en avril, en présentiel dans le centre de la France, enfin à Nouan, le Fuselier dans le 41, et elle rassemble 600 producteurs, 6 à 700 producteurs, et ce qui fait qu'on n'a pas pu la faire. Et du coup, on l'a reportée à octobre pour la faire à distance. Et on a proposé une plateforme de vote aux producteurs, et au total, il y a eu plus de 1000, près de 1000 participations sur 1300 fermes, donc plus qu'en présentiel. Et donc voilà, on était super satisfaits. Ça représente 73% de participation. Donc il y avait plusieurs votes, plusieurs sujets qui étaient soumis au vote aux producteurs qui devaient en fait se connecter avec leur identifiant personnel sur la plateforme depuis chez eux et voter oui, non, abstention. Et à la fin, on a fait un live, une vidéo en direct pour partager les résultats. Mais du coup, c'était un vrai succès quand même quand on voit la participation. Voilà, on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant. Et voilà, juste un petit témoignage à ce sujet-là. Merci. Voilà. Donc, des solutions de travail, de collaboration à distance qui sont effectivement beaucoup développées pendant le confinement. Donc, pour la suite, l'idée, ça va être de travailler sur, du coup, l'accord entre les outils et les besoins. On a vu qu'il y avait des outils, on a vu qu'il y avait des besoins, mais on n'est pas encore rentré dans le détail de quels sont ces outils, quels sont ces besoins. Du coup, pour cette petite étape, on va la diviser en 2 temps. En fait, dans le projet #agriculture de groupe 2.0, un des constats qu'on a fait, c'est qu'au début, en tout cas au début du projet, avant le confinement, il pouvait y avoir une certaine réticence par rapport aux outils numériques dans les groupes d'agriculteurs. Ça a été notamment mentionné pendant la table ronde, voilà, des agriculteurs qui au départ sont un peu frileux d'aller vers ces outils-là. Et il y avait un réel enjeu à sensibiliser sur la question voilà, des intérêts de ces outils. Du coup, on a créé une vidéo de sensibilisation dans le projet. Donc, en gros, l'idée, c'était déjà une vidéo qu'on pouvait, nous, diffuser largement dans nos réseaux, mais aussi qu'on peut utiliser auprès d'un groupe, par exemple, si on veut travailler avec un groupe pour mettre en place un outil numérique. Et ben, le démarrage de la séquence, ça peut être de regarder cette vidéo pour un peu voilà, aborder la question des comment les agriculteurs voient les outils numériques, est-ce que pour eux, il y a un intérêt, etc. Voilà, donc, dans la vidéo, on a précisé, on a essayé d'illustrer quelques exemples de besoins et quelques exemples d'outils. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un peu plus les outils que nous, on a identifiés dans le projet et les besoins que l'on a identifiés en face. Donc, pour ça, je vais vous montrer 2 cartographies, 2 cartes mentales. Alors, on va zoomer pour que vous voyez bien ça. Donc, au niveau des types d'outils, on a essayé de réfléchir quelles étaient les grandes familles d'outils. Alors, on a tout d'abord les outils de stockage, qui sont vraiment un premier niveau dans les outils numériques pour les collectifs d'agriculteurs. Souvent, quand on commence à mutualiser soit des partages d'expérience, soit des services, etc., les outils de stockage, c'est vraiment le premier niveau. Ensuite, on a tout ce qui est outils de communication interne, donc c'est-à-dire propre au groupe d'agriculteurs. Donc là, on va avoir les outils qui permettent de conduire des réunions, donc notamment tout ce qui est outils de visioconférence. Ensuite, on a tout ce qui est outils d'échange instantané. Donc dedans, on va avoir les plateformes d'échange, on va avoir un petit temps cet après-midi dessus, ou bien aussi les réseaux sociaux qui permettent aussi d'échanger dans un groupe au sein d'un groupe d'agriculteurs. Ensuite, on a aussi un peu associé les outils d'organisation interne qui pouvaient avoir un lien. Donc, par exemple, on a des outils qui permettent de gérer des plannings, soit pour réserver des matériels ou des services, comme on a vu dans la vidéo, soit ce sont des outils en ligne qui permettent de convenir d'une dette commune qui peuvent être mis dans cette partie-là. Et puis, il y a aussi les outils qui permettent de créer des documents. Alors, pourquoi c'est ici? Parce qu'en fait, des fois, au sein du groupe, on doit se faire passer des documents, des informations, etc.
Et donc, on va utiliser on va devoir créer ces documents-là. Du coup, d'où cette catégorie. Alors, il y a la communication au sein du groupe, mais il y a aussi des outils qui permettent de communiquer vers l'extérieur, donc les réseaux sociaux, mais aussi les sites Internet. Il y a des collectifs qui ont leur propre site Internet et qui communiquent dessus. Et puis aussi des documents, des flyers, des fiches que des groupes sont amenés à produire et à diffuser à l'extérieur. Ensuite, il y a les outils de travail collaboratif. Donc là, il y a aussi pas mal d'outils dans cette catégorie-là. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des outils de veille. Alors bon, dans la veille, on peut appeler veille beaucoup de choses. Donc, on a essayé de tabler assez large. En gros, on a tous les outils qui permettent de rechercher, donc les moteurs de recherche, etc., enfin, de rechercher des informations, des éléments. Après, il y a tous les outils qui permettent, par exemple, de s'inscrire à une newsletter, de recevoir l'information. Et il y a aussi les forums qui sont quand même pas mal utilisés en agriculture, en sachant que dans les il y avait un moment où on voyait beaucoup de forums, et maintenant on voit aussi beaucoup de forums remplacés par dans les réseaux sociaux, par exemple sur un groupe Facebook. Il y a des groupes Facebook qui peuvent fonctionner dans l'esprit d'un forum, qui a quand même des différences, mais voilà, au niveau des outils de veille. Ensuite, il y a aussi des outils d'animation. Donc là, ce n'est pas directement les agriculteurs qui vont les utiliser, mais ça va être les animateurs de ces collectifs. Donc dans animation, on peut entendre deux choses. On a l'animation du collectif, donc tout ce qui est outils d'aide à la décision, d'aide à la prise de décision plutôt collective. Donc par exemple, tout ce qui est brainstorming, vote, etc. Et puis, d'un autre côté, on a tout ce qui est outils de communication interne. Donc là, je ne vous les remontre pas, on retombe sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, c'est des outils qui peuvent être animés par l'animateur. Après, il y a les outils d'animation, non pas du collectif, pas de la vie du groupe, mais de réunion. Donc, par exemple, là, Klaxoon, c'est notamment un outil qui peut être utilisé. Alors, quand on parle d'animation de réunion et d'outils numériques, souvent on pense à distance, mais ces outils peuvent aussi être utilisés en présentiel et avoir un intérêt. Donc, on l'abordera notamment cet après-midi. Et puis après, il y a tout ce qui est outils de formation à distance, donc soit ce qu'on peut appeler webinaire ou classe virtuelle, un peu comme le format d'aujourd'hui, soit des formations à distance asynchrones sous la forme de tutos ou de MOOC. Donc voilà au niveau de la typologie des outils que l'on a identifiés. Alors c'est une typologie qui n'est pas exhaustive. Enfin, il y a plusieurs. On aurait pu très bien faire une autre typologie avec d'autres entrées. L'idée c'était pas de dire que c'est la seule typologie qui existe, mais ça permet déjà d'avoir une première approche des différents outils qui peuvent être utiles au groupe d'agriculteurs. Alors, par contre, l'idée, c'est bien, pour que ce soit réellement utile et profitable au groupe d'agriculteurs, que ces outils, à la base, répondent bien à des besoins identifiés. Et ces besoins, en général, ils ne sont pas directement en lien avec des outils numériques. On ne va pas avoir un groupe qui va solliciter un animateur en disant moi, j'ai besoin d'un outil d'échange instantané. Ça va être plus des besoins pas directement liés aux outils numériques. Donc, par exemple, j'ai besoin... on n'a pas le même niveau d'information dans le groupe, et donc il faut le traduire en « il y a besoin d'optimiser la communication », donc il y a peut-être des outils numériques qui peuvent être utiles. Donc dans les besoins des agriculteurs, on en a identifié 6. Donc déjà le besoin de se former, ensuite le besoin de communiquer vers l'extérieur pour promouvoir notamment des actions. Donc ça va être créer des documents pour communiquer vers l'extérieur, et puis diffuser le document ou l'information, c'est-à-dire trouver le canal de diffusion approprié. Ensuite, il y a des besoins autour de la gestion du collectif de manière générale. Donc, par exemple, ça va être prendre des décisions collectivement, avoir des échanges à distance en complément des réunions en présentiel, créer des documents, stocker et mutualiser des informations, des documents, des éléments. Ensuite, là, c'est comment on gère le collectif de manière générale.
On peut aussi avoir des projets collectifs particuliers où le besoin, ça va être d'avancer sur ce projet. Donc, par exemple, un projet collectif, ça va être sur une durée déterminée, avec un plan d'action, un début, une fin, un diagnostic, des décisions à prendre par rapport à ça, des essais à mettre en place, etc. Donc, pour ce faire, les besoins que l'on va retrouver, donc prendre des décisions, avoir des échanges à distance en complément des réunions présentielles, échanger aussi instantanément avec des pairs. On peut avoir besoin d'avoir des retours assez instantanés et ne pas attendre en fait la prochaine réunion pour pouvoir échanger. Ensuite, il y a aussi besoin d'alimenter et structurer la réflexion, notamment en allant chercher de l'expertise, des informations, des expériences d'autres agriculteurs, etc. Et puis, il y a besoin de définir, mettre en place et suivre des actions. Et enfin, stocker et mutualiser des documents pour avancer sur le projet. Ensuite, il y a 2 besoins qui peuvent paraître un peu similaires, mais il y a une petite nuance. Il y a se tenir informé, c'est-à-dire, par exemple, quand on est abonné à une newsletter, il y a une thématique. En fait, on n'a pas forcément besoin d'une information à un instant T, mais juste, voilà, il y a un sujet qui nous intéresse et on a besoin de le suivre dans le temps. Donc, se tenir informé. Ou bien, on a vraiment besoin d'une information très précise à un moment donné pour répondre à une problématique précise. Et donc là, on doit aller chercher une information qui peut être ça peut être avoir un conseil, donc via une fiche technique ou en mobilisant un expert, ou bien avoir un témoignage d'autres agriculteurs, aller sonder ses pairs. Donc voilà au niveau des besoins. Donc c'est les besoins que l'on a un peu identifiés. Donc voilà, pareil, c'est pas forcément exhaustif, mais ça permet déjà de donner un premier élément de clarification sur les besoins, sur les enjeux des outils numériques pour les collectifs d'agriculteurs. Et tout le travail que l'on verra cet après-midi, tout le nœud, c'est bien de trouver l'outil qui répond bien aux besoins identifiés. Donc, on verra ça tout à l'heure.